Obtention du spectre d'émission d'une lumière blanche au laboratoire. Alors ici, au lieu d'utiliser une goutte d'eau comme système dispersif, on va utiliser un prisme transparent qui, lui aussi, va être dispersif. Alors un prisme, c'est un objet en 3 dimensions, vous l'avez vu en mathématiques. Ce prisme peut être en verre, par exemple, en plexiglas, ou dans un matériau homogène et transparent. Alors, donc, utilisation d'un prisme transparent comme système dispersif. Alors, regardons un peu. Ici, nous avons un prisme transparent et nous allons faire arriver sur le prisme un pinceau de lumière blanche. Voilà, la lumière blanche qui arrive sur le prisme, provenant d'une lampe à incandescence, par exemple. Cette lumière va traverser le prisme. Regardons comment. La première face. Alors, vous voyez qu'il se produit un phénomène de déviation du pinceau lumineux. C'est ce qu'on appellera un phénomène de réfraction qu'on étudiera dans le prochain chapitre. Et ensuite, qu'est-ce que ça va donner? Regardons un petit peu. Nous voyons apparaître un faisceau de lumière colorée. Alors, on va essayer de voir de plus près ce que l'on voit. On va placer un écran sur le trajet de ce faisceau. Et que va-t-on observer? Eh bien, on va observer ce que l'on appelle un spectre d'émission donné par le prisme. Voici l'allure de ce spectre. Alors, ce dispositif, c'est-à-dire constitué par le prisme et un écran, éclairé par une source de lumière blanche, est appelé spectroscope à prisme. Alors, ce dispositif permet l'analyse de la lumière blanche, c'est-à-dire qu'il permet de visualiser les lumières qui composent cette lumière blanche. Deuxième dispositif que nous allons utiliser, le dispositif dispersif, c'est un dispositif que l'on appelle un réseau. Alors un réseau, qu'est-ce que c'est? Un réseau, c'est une plaque transparente sur laquelle on a gravé des traits très fins et très rapprochés. Il peut y avoir 500 à 800 traits tracés sur une largeur de 1 mm. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on interpose sur le trajet d'un faisceau de lumière blanche un réseau, donc, qui est un système dispersif. Alors tout d'abord, un réseau, vous en avez vu dans la vie courante, un CD ou un DVD, c'est un réseau. Vous savez qu'il y a des traits très fins qui sont tracés et très rapprochés sur la surface du disque qui contiennent beaucoup d'informations. Alors regardons ce qui se passe lorsque on place un réseau dans l'obscurité et lorsqu'on va envoyer sur le réseau un pinceau de lumière blanche. Alors, ce qui se passe, regardons, ce pinceau de lumière blanche se décompose en trois faisceaux. Un premier faisceau très fin de lumière blanche qui continue sa route, ce qu'on appelle la lumière directe, et de part et d'autre, 2 faisceaux de lumière colorée, contenant, comme précédemment, toutes les lumières de l'arc-en-ciel. On va observer ce qui se passe en y plaçant un écran. Regardons un peu. On observe le spectre d'émission donné par un réseau. Observons l'allure de ce spectre. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il y a la trace du faisceau de lumière blanche sur l'écran, donc elle y est, et de part et d'autre, la trace des 2 faisceaux de lumière colorée contenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le réseau, finalement, eh bien, ce dispositif constitué par le réseau, l'écran, et tout cela éclairé par la source de lumière blanche, ça s'appelle un spectroscope à réseau. Lui aussi permet l'analyse de la lumière blanche puisqu'il permet de voir toutes les lumières qui composent la lumière blanche. Alors,
retenons que un réseau et un prisme dispersent une lumière blanche en un ensemble de lumières colorées appelé spectre d'émission, qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le prisme et le réseau sont des systèmes dispersifs. Ils permettent l'analyse d'une lumière blanche. Alors, rayonnement monochromatique, longueur d'onde, ce sont des expressions clés que l'on va éclairer. Nous allons considérer deux sources de lumière. Donc, une lampe à incandescence qui fonctionne, qui met la lumière, notre soleil. Ces deux sources de lumière sont des corps très chauds. Par exemple, la température de surface du filament de la lampe à incandescence peut atteindre 3000 degrés Celsius. La température de surface du Soleil peut atteindre 6000 degrés Celsius. Et ce sont tous deux des sources de lumière blanche. Observons les spectres d'émission de ces deux sources qui sont un peu analogues. On va en présenter qu'un seul. Voilà. Alors, décrivons un peu ce que l'on observe. Nous observons une succession ininterrompue de lumière colorée dans un ordre donné allant du violet au rouge en passant par toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. On dit que l'on a un spectre continu d'émission. Continu parce que les lumières que l'on observe sont ininterrompues, il n'y a pas d'obscurité. Sélectionnons une bande de lumière colorée parmi toutes ces couleurs, une bande très fine. Alors voilà cette bande, dans le vert par exemple. Cette lumière colorée est appelée radiation monochromatique. Alors monochromatique, essayons de comprendre ce terme. Si on regarde l'étymologie de ce mot, mono, ça vient de monos, qui veut dire un seul en grec, et chroma, qui veut dire couleur. Ça veut dire que finalement, cette couleur ici, verte, constitue une seule couleur. C'est une radiation monochromatique. Ce n'est pas un mélange de couleurs. Ce n'est pas un mélange de bleu et de jaune. On dit que c'est une couleur pure. Alors, dans le spectre, nous constatons donc qu'il y a une infinité de radiations monochromatiques. Chaque radiation monochromatique du spectre, la verte par exemple, est repérée par une grandeur que l'on va appeler une longueur d'onde. Alors, on la note lambda, c'est une lettre grecque, et elle est exprimée en nanomètres. On va plaquer sous le spectre une échelle graduée en longueur d'onde. Alors, vous voyez, donc on voit les valeurs en longueur d'onde, 400 nanomètres, 450, 500, 550, 600, 650, 700 et au-delà. On voit que dans un certain domaine de radiation, dans un certain domaine de longueur d'onde, eh bien, on arrive à percevoir avec notre œil des couleurs. Donc, c'est dans ce fameux domaine 400 nanomètres, 800 nanomètres, que notre œil humain donc, perçoit toutes les radiations monochromatiques du spectre. Alors, on peut essayer de détailler un petit peu les différents domaines correspondant aux différentes couleurs, domaines en longueur d'onde, correspondant aux couleurs du spectre. Par exemple, pour le violet, on va de 400 environ à 440 nanomètres. Puis, entre 440 et 480 nanomètres, on voit qu'il y a un bleu intense qu'on appelle de l'indigo. Au-delà, 490 jusqu'à 530, on a du bleu. Ensuite, entre 530 et 570, on a du vert. Puis 570 à 590, on a du jaune. 590 à, disons, 650, on a de l'orangé. Et au-delà de 650, on a du rouge. Donc,
pour résumer, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, nous avons un domaine de radiation que l'on peut observer à l'œil. On appelle ça les radiations visibles. Et il faut retenir que c'est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Alors, il y a aussi des radiations invisibles, en dessous de 400 nanomètres. Pour des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, on a des radiations ultraviolettes, que l'on va appeler UV, en abrégé. Un acronyme UV. Donc, au-delà de 800, à peu près 800 nanomètres, eh bien, on a les infrarouges qu'on va noter IR. Alors, que faut-il donc retenir de cela? Une première chose, c'est que le spectre d'émission d'une lumière blanche est constitué d'une succession ininterrompue de composantes colorées. C'est un spectre continu d'émission. C'est ininterrompu. Et je l'ai mis en rouge. Ensuite, chaque composante colorée est une radiation monochromatique, terme qu'on a analysé précédemment, repérée par une grandeur lambda. Donc il faut savoir que former le symbole grec, ça s'appelle lambda, appelé longueur d'onde, exprimée en nanomètres. Et le troisième point, c'est que les longueurs d'onde des radiations visibles, c'est-à-dire que notre œil humain voit, s'étendent de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Et que, enfin, sont invisibles les ultraviolets ou grand U, grand V pour des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, ainsi que les infrarouges IR pour des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres. Alors, essayons d'étudier le cas d'une lumière laser. Alors, on va envoyer sur un prisme une lumière laser, par exemple rouge. Cette lumière va être déviée et encore déviée à la sortie de la deuxième face. On va mettre un écran et on va observer le spectre d'émission donné par le prisme. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce spectre n'a qu'une seule couleur, celle de la lumière laser incidente. On peut donc en conclure qu'une lumière laser est monochromatique. Lumière polychromatique. Alors, il y a des lumières monochromatiques et aussi des lumières polychromatiques. Poly, en grec, ça veut dire plusieurs. Alors, donnons une définition. Une lumière polychromatique contient plusieurs radiations monochromatiques. Deux exemples. Un premier exemple, une lumière blanche, comme nous l'avons vu, elle est nécessairement polychromatique car elle est composée d'une infinité de radiations monochromatiques. Nous pouvons aussi citer une lumière au néon. Elle est polychromatique, mais cette fois-ci, elle n'est pas blanche. C'est-à-dire, vous voyez que, par exemple, une enseigne au néon, eh bien, c'est pas une lumière blanche que ça émet une lumière un peu orange. Spectre du rayonnement émis par un corps chaud. Alors, on va essayer d'observer le spectre d'émission d'une lampe à incandescence dont la température de surface du filament est de 800 degrés Celsius. Vous voyez qu'elle est un petit peu orange. Regardons le spectre d'émission. Vous voyez que dans ce spectre, il est continu, oui, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel n'apparaissent pas. Seules la couleur orange et la couleur rouge sont présentes. Augmentons un peu la température du filament. Alors, nous allons passer à 1500 degrés Celsius. Regardons un petit peu la lueur du spectre. Nous voyons que cette fois-ci, le spectre est plus lumineux et plus riche en couleurs. C'est-à-dire que là, de l'orange est apparu assez nettement, un peu de vert, un peu de jaune. Bon, voilà. Donc déjà, lorsqu'on augmente la température, le spectre s'enrichit en couleurs. On augmente encore la température, on va doubler la température. On va donc
ici avoir une lampe à incandescence qui a une température, dont le filament a une température de surface de 3000 degrés Celsius. Regardons un petit peu le spectre. Cette fois-ci, le spectre est très lumineux et comporte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le spectre s'est enrichi en toutes les couleurs. Et en particulier, la dernière couleur, le violet, est apparue. Question, commenter l'évolution du spectre de la lumière émise lorsque la température de surface du filament augmente. La réponse: quand T augmente, le spectre d'un corps chaud devient plus lumineux et s'enrichit vers le violet. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir. Le spectre du rayonnement émis par un corps chaud est un spectre continu. Ça, on l'a vu, hein, même s'il est incomplet, mais il est continu, il y a une succession ininterrompue de couleurs, de rayonnements, de radiation monochromatique. Plus la température de surface du corps est élevée, plus le spectre est lumineux et riche en radiation violette. Quatrième partie, spectre de rais d'émission. Un exemple. Alors voyons de quoi il s'agit. On va considérer une vapeur d'atomes de mercure excitée. Excitée par quoi? Par des décharges électriques. Alors comment ça va se passer? On va enfermer cette vapeur d'atomes dans une ampoule. On va y mettre 2 électrodes aux bornes. On va placer 2 électrodes dans le gaz aux bornes de l'ampoule. Et on va y appliquer une haute tension. Il va y avoir à ce moment-là des décharges électriques qui vont traverser la vapeur de mercure. Voilà ce qu'on observe. Voilà donc le dispositif. Ce dispositif, ça s'appelle une lampe à vapeur de mercure. Qu'observe-t-on lorsque le gaz est traversé par des décharges électriques? Le gaz, donc, va émettre de la lumière, mais cette lumière ne sera pas blanche. Observons le spectre de cette lumière non blanche à l'aide d'un spectroscope, qui peut être un spectroscope à prisme ou à réseau. Regardons un peu l'allure. Alors, nous voyons que ce n'est pas du tout la même allure que le spectre de la lumière blanche. Cette fois-ci, on observe un ensemble de raies très fines, colorées. Alors, la première raie, violette, d'accord, puis ensuite une raie indigo, une raie verte, une raie jaune, et il y en a d'autres qui sont très peu visibles. Voilà donc l'allure de ce spectre. Alors, c'est un spectre qu'on va qualifier de discontinu parce que toutes les couleurs ne sont pas présentes. Donc, c'est un spectre de raies d'émission. Voilà, on appelle ça un spectre de raies d'émission parce qu'il y a des raies et il n'y a pas un ensemble continu de radiation monochromatique. On peut aussi analyser la lumière à l'aide d'un appareil appelé un spectromètre ou spectrophotomètre. Alors, en quoi ça va consister? On va prendre un capteur de lumière. Ce capteur de lumière va être relié à un ordinateur et via un logiciel. On va pouvoir balader ce capteur de lumière le long du spectre. Et l'on va alors obtenir le graphe suivant. C'est-à-dire qu'en ordonnée, on aura l'intensité lumineuse détectée par le capteur de lumière qu'on aura baladé le long du spectre en fonction de la longueur d'onde. Vous voyez qu'on peut même lire les longueurs d'onde des différentes raies colorées qui apparaissent. Alors essayons de faire le rapprochement entre le spectre de rais d'émission et le profil spectral, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce graphe qu'on a pu tracer. Vous voyez très bien que la raie violette correspond à un maximum d'intensité lumineuse, qui est un peu logique. La raie bleue exactement, vous voyez, pour la même longueur d'onde ici. La raie verte a un autre maximum, la raie jaune a un autre maximum. Par contre, là où il y a du noir, eh bien, l'intensité lumineuse est nulle, ce qui est logique.
Alors, on va essayer de lire, de mesurer les longueurs d'onde des différentes raies colorées. Alors, cette raie, la raie violette, on peut, en faisant une mesure avec soin, trouver une longueur d'onde de 405 nanomètres pour cette raie violette. La raie bleue, si on fait la mesure de la longueur d'onde correspondante, on trouve environ 436 nanomètres. La raie verte, on va trouver 546 nanomètres. La raie jaune, 579 nanomètres. Donc, on pose une première question. Décris le spectre de la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure. On l'a décrit tout à l'heure. Réponse, c'est une succession de raies fines colorées sur fond noir. Oui, raies fines colorées sur fond noir. On dit que c'est un spectre de raies, sous-entendu d'émission, évidemment. Question 2. Pourquoi le spectre de la lumière émise peut être qualifié de spectre discontinu? On en a parlé. La réponse, à cause d'une succession de raies séparées par des absences de lumière. Et enfin, question 3, question importante. Pourquoi, à ton avis, les valeurs des longueurs d'onde des raies sont déterminées? C'est pas n'importe quelle longueur d'onde. Alors, la réponse, c'est la suivante, c'est parce qu'elles sont caractéristiques de l'entité chimique atome de mercure. C'est parce qu'on a pris des atomes de mercure et pas des atomes d'hydrogène ou d'une autre espèce que l'on a des longueurs d'onde parfaitement déterminées. Autrement dit, l'ensemble des longueurs d'onde du spectre de raies d'émission du mercure, eh bien, c'est comme qui dirait la signature de la présence d'atomes de mercure dans l'ampoule. Alors c'est ça qui est important et que l'on va faire, que l'on va retenir. Bilan sur les spectres de raies d'émission. Première chose, comment les obtient-on? Un gaz d'entité chimique sous basse pression, excité par des décharges électriques permanentes, émet une lumière non blanche dont le spectre d'émission est composé de fines raies colorées sur fond noir, correspondant chacune à une radiation monochromatique. C'est un spectre discontinu appelé spectre de raies d'émission. Deuxième point, les radiations émises par une entité chimique ont des longueurs d'onde caractéristiques de cette entité. Les valeurs de ces longueurs d'onde permettent d'identifier cette entité. Et je n'ai pas mis, mais l'ensemble, la liste des longueurs d'onde, c'est ce que l'on appelle la carte d'identité ou la signature de l'entité chimique dont on a observé le spectre. Visualisation de quelques entités chimiques pour bien vous montrer que si on change d'entité chimique, on n'aura pas le même spectre. Prenons l'exemple, par exemple, du spectre de raies d'émission de l'atome d'hydrogène. Eh bien, voilà les raies, et on voit qu'elles sont franchement différentes du spectre de raies d'émission de l'atome de mercure. Prenons également le spectre de raies d'émission de l'atome d'hélium. C'est franchement différent, elles n'ont pas le même nombre, elles n'ont pas les mêmes couleurs, etc. Pour bien montrer qu'un spectre de raies d'émission d'une entité chimique est bien caractéristique de cette entité. Commentaire. Les deux spectres sont très différents car le nombre et la couleur des raies sont très différents, ce que l'on a dit tout à l'heure, et donc que les longueurs d'onde associées au spectre d'une entité chimique sont bien caractéristiques de cette entité. Alors, un exemple d'application et une capacité exigible au programme, exploiter un spectre de raies. Alors, un petit exercice, on présente une situation.
le spectre d'une entité chimique est donné ci-contre. Voilà donc les raies, spectre de raies d'émission. On se propose d'identifier l'entité chimique associée à ce spectre. Les données sont concentrées dans ce tableau ci-contre les longueurs d'onde de référence de quelques raies spectrales mesurées pour les entités atomes d'oxygène, eau et de phosphore. Vous voyez qu'on a un certain nombre de longueurs d'onde de radiation monochromatique de référence pour l'oxygène et pour le phosphore. Question: mesurer avec le plus de précision possible la longueur d'onde de la radiation verte. Donc vous devez être capable de le faire, c'est une capacité exigible. Réponse: on va se choisir une échelle de longueur d'onde sur le spectre. Alors pour cela, on va par exemple prendre la bande de longueur d'onde entre 500 et 650 nanomètres, c'est-à-dire un intervalle de longueur d'onde de 150 nanomètres, et on mesure à l'aide d'une règle graduée 7,2 cm. On va donc noter la correspondance entre intervalle de longueur d'onde et longueur mesurée sur le spectre, on le note, entre 500 nanomètres et 650 nanomètres, c'est-à-dire un intervalle de longueur d'onde de 150 nanomètres, eh bien cela correspond à 7,2 cm sur le schéma. D'autre part, on veut mesurer la longueur d'onde, donc il faut se dire que maintenant l'inconnu c'est la longueur d'onde. Comment va-t-on faire? Eh bien on va établir à nouveau une autre correspondance. Alors par exemple ici, on va mesurer entre 500 nanomètres et lambda, on va mesurer la distance à l'aide d'une règle gratuite. On va trouver 2,2 cm. Et on le note. On note la correspondance, c'est-à-dire entre 500 nanomètres et lambda, c'est-à-dire pour une bande de longueur d'onde lambda en nanomètres moins 500 nanomètres, ça correspond à 2,2 cm. Et puis on va appliquer une règle de proportionnalité qui va nous permettre d'obtenir l'équation donnant la longueur d'onde. Alors, c'est un produit en croix, lambda moins 500 fois 7,2, c'est ce qu'il y a dans le premier membre de l'équation, égale 150 multiplié par 2,2 cm. On va faire le calcul et on va trouver 545 nanomètres. Alors, on va se dire, question 2, on va poser une question maintenant. On va essayer d'identifier l'élément chimique, l'atome, dont nous avons le spectre ici. Alors, des mesures ont donné 610 nanomètres et 618 nanomètres pour les deux radiations jaune-orangé. On a trouvé pour la radiation verte 545 nanomètres. On peut faire pareil pour les radiations jaune et orange. On ne va pas réitérer la chose. Et on a trouvé 610 nanomètres, 618 nanomètres pour ces deux radiations. À l'aide du tableau de données, peut-on identifier l'entité chimique associée au spectre proposé? Alors, réponse. Constatation 1. La radiation 545 nanomètres, est-ce qu'on peut la retrouver parmi les longueurs d'onde des radiations de référence des deux atomes? Bien oui, on trouve 545 nanomètres, on en a 545 nanomètres au niveau du phosphore. Voilà. Alors, on a eu de la chance, on a trouvé 545 nanomètres, on aurait pu peut-être trouver, si on avait été moins précis, 543, 546. Donc autrement dit, on va regarder à côté s'il n'y a pas une longueur d'onde qui est proche. On voit très bien que 543 nanomètres aurait pu être aussi une longueur d'onde acceptable. Donc il y a hésitation entre l'oxygène et le phosphore, aux erreurs, aux incertitudes de mesure près. Constatation 2. Les longueurs d'onde lambda mesurées 610 nanomètres et 618 nanomètres sont très proches des données de référence du tableau 609 nanomètres et 619 nanomètres. On essaie de trouver des données proches et on en trouve 609 ici nanomètres et 619 nanomètres sont proches de 610 et 618 nanomètres.
Mais il faut être prudent, car il peut aussi y avoir des longueurs d'onde un peu du même ordre pour l'oxygène. Effectivement, 615 nanomètres, ça pourrait être recevable aussi. D'accord, 615 nanomètres. Voilà, 615 nanomètres. Alors, évidemment, on a trois longueurs d'onde en faveur du phosphore et 2 longueurs d'onde en faveur de l'oxygène. Alors, on va se dire que peut-être, mais en étant prudent, que le spectre proposé pourrait être celui du phosphore. Alors, la leçon en tant que telle est terminée. Nous allons commenter un peu la partie du programme qu'on a balayée au cours de ce chapitre. Donc, dans les notions et contenus, propagation rectiligne de la lumière, citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, dans l'air et comparer à d'autres valeurs de vitesse couramment rencontrées, ça a été fait. Vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l'air, ça c'est quelque chose qu'il faut connaître. La notion de lumière blanche et de lumière colorée, de spectre d'émission, de spectre continu d'origine thermique avec des corps chauds, des corps moins chauds, des corps plus chauds. Voilà, donc caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud. Ensuite, caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde. Vous voyez que la notion de radiation monochromatique et de longueur d'onde ont été introduites. Il faut parler de longueur d'onde dans le vide et dans l'air, mais on n'a pas parlé explicitement parce que les longueurs d'onde que l'on a mesurées, c'est en faisant des expériences dans le vide et dans l'air. On pourrait parler de longueur d'onde dans d'autres matériaux, mais nous, ce qu'on va retenir, c'est les valeurs de longueur d'onde dans le vide et dans l'air. Et enfin, exploiter un spectre de Ray, c'est ce que l'on vient de faire. Nous avons donc terminé complètement la leçon. Je vous remercie.